Bonjour à tous, merci pour votre ponctualité. Je suis ravie de voir cette salle Honora qui est quasiment pleine. Je suis Anne-Marie de Ticket for Change et j'ai la joie d'animer cette masterclass aujourd'hui. Business sobre, la sobriété ça rapporte, tout un programme. On va passer 1 heure ensemble et le format a vraiment été pensé pour que vous puissiez à la fois être inspiré par des exemples concrets avec les 3 intervenants aujourd'hui. Et en même temps aussi, la disposition de la salle fait que vous allez aussi avoir l'occasion de partager vos conseils entre participants. J'ai la joie d'accueillir avec nous Tariq Shekshak de l'Institut des Futurs Souhaitables, qui est expert. Merci d'être là, expert en biomimétisme, donc comment on peut s'inspirer des systèmes vivants et notamment dans les enjeux de la transition, des transitions nécessaires aujourd'hui. Et puis Julia Faure de Loom, que je représenterai après, et Muriel Barnéou du groupe La Poste. Merci d'être là avec nous. Merci. Le format, donc on va avoir un petit temps d'introduction et d'inspiration. Vous aurez aussi l'opportunité de poser quelques questions à nos intervenants. Donc vous pouvez d'ores et déjà, je crois, c'est juste après, aller sur Klaxoon. C'est là que vous pourrez poser vos questions. On est un peu pris par les timings, donc on n'aura peut-être pas l'occasion de répondre à tout. Et ensuite, on continuera aussi sur Klaxoon pour le temps d'ancrage et de passage à l'action tous ensemble. Tariq, je te laisse introduire ce sujet. Merci. Merci encore une fois de l'invitation. Ravi de voir toute cette diversité dans la salle. Alors, sobriété, est-ce que ça rapporte ? Alors, je voulais peut-être vous partager 3 ans d'expérimentation, les résultats de 3 ans d'expérimentation avec le Festival Agir pour le Vivant, où la question au centre, c'était justement la relation au vivant et comment on pouvait éventuellement s'inspirer du vivant, c'est une autre question, mais là, vraiment, notre relation en tant qu'acteur de nos sociétés, acteurs économiques au vivant. Et quand on regarde sous ce prisme-là, ça résume pas mal de choses, y compris les impacts climatiques, qui sont une conséquence, un manque de compréhension du système qui nous accueille. Il y a plusieurs sujets qui sont ressortis des entreprises et organisations qui ont participé à ces ateliers. La question des modes de production et de consommation, bien sûr. Quel type de produits, quel type de services, quels impacts en matière extraite de la croûte terrestre, quelle dépendance plutôt en matière extraite de la croûte terrestre. Là-dedans, il y a les hydrocarbures, les charbons, mais aussi les minéraux, qui par essence sont des ressources limitées, mais aussi les impacts en termes de chimie, quelle sobriété en termes de molécules, d'atomes, qui n'ont jamais été testés par le vivant, qui se retrouvent comme le plomb dans les peintures, donc dispersés dans des environnements et on ne les contrôle plus. Donc la question aussi de la chimie et de l'écotoxicité persistante. Et puis également la question de l'énergie. Quelle source primaire, quelle qualité, mais aussi quelle quantité. Parce que trop d'énergie, même si elle est propre, c'est pas bon non plus. Le vivant, pour se structurer, a besoin d'énergie, mais le prix à payer, c'est une déstructuration via les déchets, par exemple, y compris organiques, comme notre corps. Et donc, il y a un paradoxe où pour créer de la structure, créer de la valeur, on déstructure l'environnement. Sauf que quand on est connecté au flux solaire, comme l'essentiel du vivant, il y a une vitesse idéale, on va dire, de structuration, déstructuration. Certains scientifiques disent que c'est comme surfer sur la vague du chaos. Ni trop peu, sinon vous n'êtes pas assez efficace, ni trop fort, sinon vous déstructurez trop vite votre environnement. Et souvent, c'est dans l'angle mort aussi, cette question de la quantité d'énergie dans le système. La sobriété énergétique, quelle que soit la source. Peut-être une réflexion aussi à ouvrir. Il y avait la question aussi des infrastructures des organisations. Première cause de disparition de la biodiversité, le changement d'affectation des habitats naturels. Quelles empreintes des infrastructures, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est des infrastructures qui peuvent être accueillantes aussi à plus que l'humain ? Déjà aux autres humains, pourquoi pas d'autres parties prenantes, mais également pourquoi pas d'autres espèces ? Quelle dynamique dans ce que les collectivités appellent les trames vertes, les trames bleues, les connectivités écologiques entre habitats ? Trame verte pour les habitats terrestres, trame bleue pour les habitats aquatiques, en sachant qu'on est dans des morcellements d'habitats la plupart du temps. Un autre aspect qui est sorti aussi de ces travaux, c'est les aspects légaux et financiers qui sont aussi traités dans cet événement. Quel type d'incitation légale, financière, pour et avec le vivant ? Et puis finalement, tout au bas, nos modèles mentaux. Quand on parle de rapporte, qu'est-ce qu'on met dedans ? Sobriété et rapporter. Rapporte par rapport à quoi ? Quels critères de performance ? Là aussi, je sais que j'enfonce des portes ouvertes, mais je suis là pour peut-être redonner une vue d'ensemble. Alors voilà, c'est quoi la performance de nos jours ? Et comment on fait dans une période de transition ? Peut-être où on est obligé de jouer à l'ancien jeu,
qui s'apparente à un Monopoly, tout en inventant les règles d'un nouveau jeu avec les entreprises à mission, les bicorps, etc. Et voilà, c'est toutes les problématiques des périodes de transition d'être un peu parfois en dissonance cognitive, où il faut en même temps jouer l'ancien, sinon on est jugé comme peu performant, et en même temps inventer un nouveau jeu où la performance dépasse bien plus, comme un peu avec la triple comptabilité, la performance économique simplement. Revenir finalement à l'étymologie du mot benefactos, bénéfice, les bienfaits, qui était opposé à malefactos, les méfaits. 3,8 milliards d'années d'existence de la vie sur Terre, 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs, et si vous n'êtes pas sobre en énergie, en matière dans le vivant, l'évolution fait vite le tri. Mais il y a quand même donc quelques points essentiels que je veux partager avec vous. L'économie du vivant est très majoritairement circulaire. Il ne vous aura pas échappé qu'on parle beaucoup d'économie circulaire, mais on a encore pas mal dans des économies linéaires qui prennent de la matière, la transforment et créent des déchets. Bien sûr, dans nos économies, plus que le côté recyclage, il y a aussi la question de ce que l'on veut refuser d'utiliser en conscience, ce qu'on peut réutiliser, et au bout du compte, recycler bien sûr, c'est indispensable plutôt que ça finisse dans les environnements par s'accumuler comme les déchets plastiques. Vous avez aussi la question donc de la qualité et de la quantité d'énergie, des modèles extraordinaires où le vivant est connecté à l'énergie solaire, une énergie de flux, et non pas une énergie de stock, comme avec les hydrocarbures. Et même c'est le vivant qui a extrait le carbone à travers les millions d'années, pendant par exemple le Carbonifère, qui a extrait le carbone de l'atmosphère via les charbons et les énergies fossiles, mais également via les falaises d'Étretat. L'économie du vivant est fixatrice de carbone. Et on est encore en train de se demander, nous, comment on va réduire nos émissions. Il y a pas mal d'acteurs économiques qui essayent d'explorer des processus utilisateurs de matières fixatrices de carbone. Le bois, bien sûr, mais pas que, la biominéralisation, la coquille de certains organismes marins. Il y a des tas de modèles, le corail par exemple, qui peuvent donner des idées sur la façon de faire de nouveaux matériaux. Et finalement, pour ne pas être trop long, la question du rôle de l'information dans le vivant. L'information, et je dirais le design intelligent de l'information, pas l'obésité informationnelle qui nous perd. Comment les boucles de feedback ont permis au vivant justement d'optimiser matière et énergie. Et donc là aussi, on voit qu'on est dans des révolutions digitales, mais je n'ai pas parlé de révolution digitale là, dans le vivant, c'est information. Mais ces boucles d'information, comme par exemple la capacité de savoir quand est-ce qu'un véhicule est disponible, même si ce n'est pas le nôtre, ou quand est-ce qu'un autre outil est disponible, on voit bien que si on ne le fait pas de manière stupide, ça réduit la nécessité de créer de plus en plus de matière structurée sous la forme d'un véhicule, alors qu'il reste la plupart du temps garé dans nos milieux urbains. Mais le problème, c'est que pour développer ces boucles de feedback en information, on se base sur des technologies consommatrices de quoi? De terres rares et d'énergie fossile. Et donc les proportions finalement dans le système, énergie, matière et information, n'ont pas beaucoup changé. La quantité oui, mais pas les proportions. Je finirai là-dessus en disant peut-être qu'on peut aussi viser comme certaines espèces, comme un arbre ou des arbres dans une forêt. Malheureusement cet été on en a vu beaucoup brûler. Ce sont des espèces régénératrices de leur environnement. Les arbres, c'est beaucoup plus que des panneaux solaires. Ce sont des espèces qui vont créer un humus fertile. La mort est accueillie de la feuille pour créer un espace matriciel qui redonne la vie. Alors voilà, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir un peu plus loin chaque matin en se disant « arrêtons de faire du mal », peut-être peut-on réparer, soigner, avoir une approche de la santé commune, santé personnelle, santé des sociétés qui nous accueillent parce qu'on est une espèce sociale, on a besoin d'une santé aussi sociétale, y compris démocratique, mais aussi santé des écosystèmes sans lesquels on ne pourrait pas être là et on ne pourrait pas respirer l'oxygène que nous respirons. Voilà. Merci Tariq, merci. Merci pour cette belle introduction. Muriel, je vais vous passer la parole. Muriel, vous êtes directrice de l'engagement sociétal chez le groupe La Poste, une entreprise qui est très connue du grand public. Je pense que ça va être aussi intéressant de découvrir des choses que vous faites qu'on connaît peut-être moins. Merci d'être là. À travers vos missions depuis 6 ans, votre rôle, c'est vraiment de veiller à ce que tous les sujets de la transition soient au cœur du business. Transition territoriale, sociale, écologique et numérique. Et on est très intéressés, j'aimerais beaucoup vous entendre sur vos apprentissages et en quoi aujourd'hui aussi le sujet de la sobriété, vous l'incarnez dans vos projets, dans le développement de vos offres, ces enjeux qui vous poussent à être innovants et à saisir ces opportunités.
Oui, très humblement, parce que d'abord je vais vous parler d'un tout petit morceau de La Poste qui est beaucoup plus large, y compris dans ses impacts et dans son histoire, que le temps court dont on parle là. Et très humblement, pour répondre à la question d'un business et une activité, en tout cas économique, moi c'est comme ça que j'ai pris le sujet, et sans transition, pardon Tariq, mais je ne peux pas faire une transition qui soit du niveau de ce que vous introduisez. Je vais vous parler d'économie circulaire, qui est un des exemples à vous livrer de la manière dont on s'est emparé du sujet, en se posant au fond la question à un moment de ce qui aujourd'hui est notre métier, à savoir apporter du produit à des destinataires, des gens, des entreprises. On relie à peu près 4 millions d'acteurs économiques tous les matins. Ce produit, c'est de la lettre, ça c'est notre métier historique, et puis c'est de plus en plus du colis, puisque nos modes de consommation amènent aujourd'hui à ce qu'on consomme beaucoup en livraison et en colis. Et une des questions qui s'est posée à nous, finalement, cet appareil de production qui apporte du produit, si on l'utilisait pour en ramener, et si on l'utilisait comme de la reverse logistique, dans une logique d'optimisation, donc ce que nous on va appeler de l'économie circulaire, en se disant qu'il y avait peut-être dans nos écosystèmes des objets, déchets pour certains, ressources premières pour d'autres, qui pouvaient être intéressants de centraliser et de remonter comme ça. Alors ça peut vous paraître une évidence, mais pour nous, logisticiens, faire de la reverse logistique, c'est à peu près comme inverser le sens de circulation du sang, pour faire un peu de biomimétisme qu'a fait du commerce, mais c'est aussi perturbateur que ça. Et à ce moment-là, on regarde ce qu'il en était sur le marché et on se rend compte que les consommables d'entreprise, donc le papier, plastique, cartouches d'encre, une multitude de produits que les entreprises utilisaient, étaient très peu recyclés dans le tissu des TPE, PME, parce qu'au fond, les appareils d'extraction de ces produits, c'était traditionnellement des grandes bennes qui, du coup, pouvaient être soutenables et rentables pour de grands sites industriels ou des grands lieux tertiaires, des sièges sociaux. Mais tout le diffus, ce que nous on va appeler le diffus, donc tout l'univers du mid-market, au fond, ne recyclez pas le papier blanc, notamment, qui est un objet extrêmement précieux à réinjecter dans le cycle du papier, à hauteur de seulement 20%. Et on décide de mettre sur le marché une offre, donc là on parle de comment rendre les choses rentables et est-ce que c'est du business, de poser une offre de recyclage, donc de récupération de ces objets. On commence par le papier, puis petit à petit on l'étend. Aujourd'hui, c'est une offre qui a plusieurs années de vie, qui génère à peu près une quarantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui représente plusieurs dizaines de milliers de tonnes de produits qui sont récupérés et recyclés, qui a trouvé son marché. Et si je peux poser quelques enseignements avant que vous ne me posiez la question, qui a trouvé son marché aussi, je pense, parce que au-delà de s'insérer dans un système économique qui pour nous est fondamental, entreprise à mission, certes entreprise avec des missions de service public, et on est devenu entreprise à mission en juin de l'année dernière, on ne se dépouille pas pour autant d'un statut d'entreprise avec tous les sujets de rentabilité et d'optimisation de nos process, exactement comme on le fait d'une manière classique. On n'est pas devenu une ONG en étant entreprise à mission. Donc, premier enseignement, on arrive à insérer cette idée d'économie circulaire dans un système qui est pour nous soutenable, puisqu'en fait, nos distributeurs, nos facteurs, nos livreurs récupèrent du produit en étant venus en déposer. Et puis, chose aussi à partager avec vous, on reçoit cette offre est très bien reçue du marché, avec des arguments auxquels nous n'avions pas même pensé, des arguments autour de la confidentialité des informations. Et donc, les clients nous disent « Ah ben oui, ça m'intéresse, parce que, si c'est le facteur, il connaît déjà la maison, et donc il sait où aller chercher ces produits qu'on aura pré-triés. Et deuxièmement, il y a un certain nombre de sujets de confidentialité, notamment autour de ces papiers. Et si c'est la Poste, je sais que ça ne sera pas lu. » Donc ça, c'est une offre qui a trouvé son marché,
qui fonctionne très bien, qu'on a aujourd'hui adossé même à un autre acteur économique qui peut prendre des volumes plus gros que nous, et qui s'est développé depuis le papier jusqu'à tous les consommables d'entreprise. Et on se pose la question d'ailleurs de le faire, y compris sur des sujets qui toucheraient le particulier cette fois-ci. Merci. Vous parlez donc dans les conditions nécessaires, les partenariats, je sais aussi qu'avec des acteurs de l'insertion. Absolument. Avec des acteurs plus gros, oui. la nécessaire rentabilité. Oui. Quels sont et puis le sujet de confiance. Oui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et là, je pense à notre discussion sur un autre exemple, oui. Dans la manière dont on va lire le monde et nos actions côté RSE, on a toujours 3 focales. La première, c'est comment limiter notre impact. Qu'on parle de GES, qu'on parle de consommation de ressources, qu'on parle de modèle social, le premier sujet, c'est limiter notre impact. La deuxième focale, elle est très importante pour nous, c'est embarquer nos clients et nos fournisseurs dans l'aventure. C'est-à-dire que nous, on ne se contente pas de dire le livre, le risque que l'on prend, et moi c'est une chose qui m'intéresse dans vos réactions, parce que ça peut être quelque chose qui prête à controverse, le risque que l'on prend, c'est de poser des offres. En disant le risque et la volonté de changer le monde doit ne pas seulement être dans le dire, mais aussi dans le faire, et donc effectivement, on s'adosse à des fournisseurs, on propose des offres de manière à ce que nos clients et nos fournisseurs embarquent l'aventure. Et puis, cercle encore plus large, dans un écosystème encore plus large, avec des acteurs un peu disruptifs pour nous, qui vont être des acteurs de l'ESS, qui vont être des acteurs du monde de l'insertion, on va chercher à avoir des partenariats avec ces acteurs, de manière à être encore plus efficace, avoir un impact encore plus positif, toucher une capillarité supplémentaire. Typiquement, dans cette offre Recigo, effectivement, c'est un travail qui est fait, qui est opéré par des entreprises du monde de l'insertion qui ont été un parti pris dès le départ en disant on veut avoir quelque chose d'exemplaire sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça, c'est un beau succès. On est en train de tester quelque chose qui est plus difficile et que je vous livre également. Vous le savez peut-être, mais on a un des parcs immobiliers les plus grands de France après l'État. On a une emprise immobilière extrêmement importante, 10 000 sites, et une emprise immobilière très diverse, avec des sites industriels à plus de 30 000 m² jusqu'à des tout petits bureaux dans des lieux que vous connaissez sans doute ou que vous avez en tête. Et de fait, cette diaspora et cette volumétrie nous a amené à apprendre à gérer la consommation énergétique de ces sites. Et on s'est dit, après tout, ce que nous avons appris pour nous-mêmes, je suis toujours sur mes 3 focales, est-ce qu'il ne pourrait pas être intéressant qu'on le partage et qu'on en fasse une offre de sobriété et de gestion énergétique pour le marché? Et on pose une offre qui s'appelle Sobre Énergie à ce moment-là sur le marché, qui travaille à partir d'ABAC, de capteurs divers et variés. Et aujourd'hui, elle existe, mais elle a plus de mal à trouver son marché, à trouver son rythme de croisière et à monter en régime. Sans doute lié pour moi, encore une fois, Café du commerce en matière de mimétisme, mais lié au fait qu'on est plus loin de notre ADN. C'est-à-dire que pour le marché, voir la Poste récupérer des produits et des produits qui tournent autour du papier, qui tournent autour de consommables, était quelque chose, comme je vous le disais, qui a paru assez naturel. Et finalement, valoriser ce que nous sommes avec cette emprise foncière et en faire quelque chose qui nous rende crédibles sur le marché, c'est quelque chose qui est difficile. Et pour se stabiliser, pour aller plus loin justement et acquérir cette crédibilité, on a dû s'associer à un acteur du marché un peu plus connu et nous amenant cette marque-là. Voilà, juste d'une manière très simple, ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, merci pour ces exemples. Je vais passer la parole à Julia. Il y a toujours le lien Klaxoon pour vos questions qu'on prendra juste après, donc n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Julia, tu as cofondé la marque Loom, marque de vêtements le plus durable possible. Je crois que c'est comme ça que vous la décrivez. Et le mot sobriété fait partie de votre ADN depuis le début, depuis 5 ans.
Dans notre échange, tu me parlais d'un de vos apprentissages, c'est que inciter à ne pas consommer, ça fait partie de ce que vous faites et de votre succès aussi. Ça peut paraître assez contradictoire pour une marque qui vend des vêtements. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet, sur la sobriété, ce cercle vertueux et les conditions nécessaires? En quoi c'est un avantage concurrentiel d'avoir un discours comme ça aujourd'hui? Oui, parce qu'on sait tous qu'on est ici pour voir est-ce qu'on peut encore faire de l'argent en consommant moins. Vous n'êtes pas là pour les grands discours, donc je vais vous expliquer comment, moi, ma stratégie, la stratégie pure business de ma boîte, c'est une stratégie qui s'appuie sur la sobriété et comment aujourd'hui elle permet à mon entreprise d'être rentable. J'espère que vous apprécierez la qualité de cette slide que j'ai déléguée à une des 3 personnes qui bosse dans ma boîte, Clément, qui fait extrêmement bien les slides. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la sobriété dans la mode? Il y a certaines personnes qui savent très bien ce que ça veut dire ici, mais si vous êtes nouveau ici, si vous êtes nouveau sur le secteur de la mode, le problème écologique de la mode, c'est qu'on produit trop de vêtements. En France, il y a 2 milliards de fringues qui sont mises chaque année sur le marché. Même si on les recyclait toutes, même si elles étaient toutes faites en coton bio, mais si elles étaient toutes faites en lin, ça ne réglerait pas le problème. La seule sobriété possible dans la mode, c'est de produire et de consommer moins de vêtements. Alors pourquoi est-ce qu'on achète autant de vêtements aujourd'hui? Il y a plein de raisons sur lesquelles nous travaillons au quotidien pour essayer de les analyser, mais une des raisons principales pour laquelle on achète trop de vêtements aujourd'hui, c'est parce que les marques, et en général il y a un système publicitaire, tout ce que vous voulez, qui nous incite en permanence à acheter des nouveaux vêtements, même si notre armoire est pleine, même si on a besoin de rien. On sait très bien ici que personne ici n'a besoin de nouveaux vêtements, puisqu'on a tous 15, au moins 5 pantalons tout à fait mettables dans notre garde-robe. Donc à partir de là, moi je dois construire une marque qui ne doit pas inciter les gens à consommer, ce qui est quand même extrêmement paradoxal, en particulier dans le secteur de la mode. Mais du coup, on décide de mettre cette non-incitation à consommer au cœur de notre stratégie business marketing. Je me lève, j'espère que je suis toujours dans le cadre. Donc là, c'est le petit carré jaune qu'on regarde au centre. Le fait de ne pas inciter les gens à consommer, ça veut dire que moi, mon énergie, en tant que chef d'entreprise, en tant que CEO de la boîte, de la stratégie qu'on va mettre, mon énergie, je ne vais pas la mettre sur comment je fais pour avoir plus de rétention client, comment je fais pour optimiser mes pubs Facebook, qui est-ce que je dois recruter pour faire de l'analyse de mon CRM et tout. Mon énergie, je le mets dans autre chose, je le mets dans, premier carré orange, je le mets dans faire des fringues de bonne qualité. Moi, mon quotidien, avec mes équipes, avec mon équipe, on est 5, j'aime bien dire mes équipes, mais vraiment on est tout petits, on essaie de faire en sorte que nos produits soient de meilleure qualité. Ça se traduit, on lit des publications sur, je me rassois du coup, on lit des publications sur qu'est-ce qui fait, quels sont les différents types de filatures qui permettent d'avoir un fil qui bouloche moins. On fait des tests avec l'usine de tissage 2083 pour essayer de faire une trame de jean, en tout cas un tissu de jean qui ne s'use pas à l'entrejambe, parce que vous savez tous que c'est ça le problème, non? Comment ça se fait que tous les jeans se trouvent à cet endroit? Donc voilà, une grosse partie de notre travail au quotidien en tant que marque, c'est de la R&D textile pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait des produits de meilleure qualité. Et si vous mettez toute votre énergie à faire des produits de bonne qualité, qu'est-ce qui se passe? Deuxième carré orange, eh ben vous faites des produits de meilleure qualité. Cette énergie que je n'ai pas mis dans les pubs, etc., je l'ai mis dans les produits, je fais des produits de meilleure qualité que si je ne l'avais pas fait. Et la preuve que j'ai de ça, c'est-à-dire qu'on demande l'avis client, on demande à nos clients de mettre des notes à nos produits. En 2016, la note moyenne de nos vêtements, c'était 4,3. Ce qui est assez pourri, en fait. Vraiment, 4,3, c'est naze. Aujourd'hui, on est à 4,7, ce qui est très bien. Donc voilà, je vous dis, si vous n'avez pas l'échelle, 4,7, un produit noté à 4,7, c'est très bien. Ça veut dire que ça paye en fait. Si vous mettez votre énergie, votre intelligence, vos ressources sur faire des vêtements de bonne qualité, et ça marche pour tous les produits, vous allez faire des vêtements de meilleure qualité. Et si vous faites des vêtements de meilleure qualité, vos clients s'en rendent compte en fait. Donc si vos clients s'en rendent compte, soit ils en parlent autour d'eux, soit le jour où ils ont leur slip qui est troué, ils vont acheter chez vous. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça fait? On arrive au carré noir, ça fait plus de clients. Et si vous avez plus de clients, vous n'êtes pas obligé d'être vous n'êtes pas là en train de vous dire putain, mais comment je vais faire pour aller chercher de nouveaux clients, toucher des nouvelles personnes en fait, parce que vous avez une boucle de rétention qui est naturelle. Si vous avez moins besoin de mettre la pression aux gens pour qu'ils achètent chez vous à tout prix, vous n'avez pas besoin d'inciter à consommer. On retourne au carré jaune. Et en plus, si vous n'avez pas besoin d'inciter à consommer, je vais vous dire, il y a beaucoup de coûts marketing que vous évitez. Vous évitez tout l'argent que vous donnez à Facebook, Google, Instagram. Tout ça, c'est de l'argent que vous ne donnez pas. Mais vous évitez aussi tous les recrutements de personnes qui sont là, vous savez, pour setuper votre audience Facebook. Enfin, si vous avez déjà fait de la pub ici dans le digital, vous savez, c'est pas possible le temps que ça prend.
Enfin, genre, et vous savez, cette personne qui est tout le temps en train de lire pour essayer de comprendre comment marche l'algorithme Instagram pour que vos pubs marchent. Enfin, ça, c'est énormément de thunes en fait. Tout cet argent, vous ne le mettez pas dans les co-marketing. Donc si cet argent, vous n'avez pas besoin que vous ne dépensez pas, ça vous permet de vendre vos produits moins cher. Franchement, il y a des marques qui produisent dans les mêmes usines que nous, dans les mêmes conditions, etc. Ils ont juste 2 à 4%, voire 10% pour les startups, c'est énorme. Hein. Ce que ça peut représenter les investissements en publicité. Tous ces coûts-là, en fait, je n'ai pas à les répercuter dans le prix de mes vêtements. Donc je peux faire des vêtements qui sont moins chers. Et si mes produits sont moins chers, en plus d'être de meilleure qualité, bah, ça me fait plus de clients. Parce que les gens, ils le voient. Hein. Au bout d'un moment, je dis, bah, je compare les prix, c'est un peu moins cher. Hein. D'ailleurs, nous, c'est quelque chose qu'on nous dit souvent en IDEA, c'est vous n'êtes pas si cher que ça pour une marketing. Et ben, on n'est pas si cher, entre autres, parce qu'on a 0 frais marketing, on veut dire acquisition payante. Hein. C'est comme ça qu'on dirait. Plus de clients. Plus de clients, moins de pression pour faire acheter à tout prix. Moins de pression pour faire acheter à tout prix. On n'a pas d'incitation à consommer. Mais en plus de ça, si vous n'incitez pas à consommer, alors qu'on est dans un système où la quasi-totalité des marques et des entreprises le font en fait. Tout le monde essaie de nous inciter à acheter des choses dont on n'a pas besoin. Enfin, l'industrie de la publicité existe pour ça. Enfin, je sais pas, je regarde la télé un petit peu et du coup je suis là, mais pourquoi ils essaient de me vendre autant de voitures? Vraiment, genre une pub sur 2, c'est une voiture énorme. Et je dis, mais moi aussi j'aimerais bien être dans la montagne. Mais non en fait, enfin, vraiment, genre, bien sûr que j'ai pas besoin de ça. Pourquoi on essaie autant de me vendre une voiture quoi? Donc si vous êtes dans un système où tout le monde essaie de vous vendre des trucs et tout à coup il y a une entreprise, et il y en a pas mal en fait, hein, il n'y a pas que nous, il y a une entreprise qui est là et qui n'est pas là pour vous inciter à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin, vous vous différenciez. C'est un facteur de différenciation extrêmement puissant parce que c'est vraiment le seul truc en fait que les entreprises très classiques ne peuvent pas renoncer. Elles ne peuvent pas renoncer à vous inciter à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. H&M pourra faire tous les trucs les plus circulaires de la Terre et tout. Vraiment, ça serait renoncer à leur business model que de faire ça. Donc c'est quelque chose d'extrêmement différenciant. Donc la presse en parle. La presse, en fait, elle parle pas des gros, elle parle de ce qui est nouveau, de ce qui est innovant, quoi. Donc nous, on a quand même une surprésence dans les médias par rapport à la taille de notre entreprise. Pas parce que nos produits sont exceptionnels, hein, vraiment, on fait du Uniqlo éthique. Mais d'ailleurs, beaucoup de gens dans la salle sont habillés. Mais juste parce que c'est différenciant et que ça intéresse la presse. Si la presse en parle, ça fait qu'il y a plus de gens qui entendent parler de vous. C'est de la notoriété pas chère. Au lieu d'avoir setupé des pubs Instagram, vous avez eu un mini article. Mais même dans de la presse auquel on dirait pas. Enfin, nous, on avait été. Je crois qu'on était dans un magazine de Pèlerin Magazine, enfin un truc comme ça. Enfin, vraiment assez éloigné finalement de notre secteur. Et en fait, les gens lisent quand même ça et ça leur parle. Enfin, je crois que je me demande si c'est Rotary ou les scouts. Enfin, vraiment, il y avait c'était assez intéressant. Et ça a une retombée et c'est hyper puissant en fait. Parce qu'il y a personne qui pense aller faire de la pub. Enfin, si, il y a des gens qui pensent aller faire de la pub dans Pèlerin Magazine, mais effectivement, peut-être pas nos concurrents directs. Bon. Vous avez plus de notoriété, il y a plus de gens qui entendent parler de vous, vous avez plus de clients, vous avez moins besoin de faire la pression pour acheter à tout prix, vous n'avez pas besoin d'inciter à consommer. Et si vous n'incitez pas à consommer, si je suis une marque de fringues et que je me tourne vers Marie et je dis Marie, si tu n'as pas besoin de t-shirt, n'achète pas de t-shirt. Je connais Marie, c'est pour ça que je fais ça. Si tu n'as pas besoin de t-shirt, franchement, n'achète pas chez moi. Je peux te donner des conseils à la place pour les faire durer plus longtemps. Et c'est vraiment ce qu'on fait. Enfin, vraiment, on n'essaie jamais de vous refourguer des choses dont on n'a pas besoin. Parce que vous avez vu ce cercle vertueux, en fait, on n'a pas besoin de vous inciter à consommer. Donc vraiment, on ne le fait pas. Donc ce qui se passe entre moi et Marie, c'est qu'il y a une relation de confiance qui s'établit. Enfin, c'est vraiment... vous devez avoir cette relation-là avec quelques marques, quoi. On vous dit, cette marque-là, elle n'est pas là pour me niquer. Elle n'est pas là pour essayer de me vendre des choses malgré moi. Elle n'est pas là pour essayer de me faire de la manipulation psychologique, pour essayer de me revendre quelque chose. Cette relation de confiance qui s'établit, ça vaut tout l'or du monde. C'est ce que tous les marketeurs, vous savez, ils appellent la communauté. Ils flippent, ils sont complètement obsédés par ça. Ils disent, il faut créer une communauté, quelqu'un qui te suit, comme ça. C'est une relation de confiance, en fait. À partir du moment où vous avez une relation de confiance avec une marque, mais c'est 1000 fois plus puissant que tout ce que vous pouvez acheter, quoi. C'est de la même manière que si vous avez un copain à vous qui vous dit, j'ai acheté ce t-shirt, cette marque, elle est trop bien, vraiment, c'est trop de la balle, etc. À quel point c'est puissant par rapport à juste une pub Instagram où les gens vous disent, vraiment, on fait des t-shirts trop bien. Donc ce sentiment de confiance, ça fait un bouche à oreille et une fidélité des gens qui vaut tout l'or du monde, quoi. Parce que vraiment,
Nous, des fois, on a des problèmes de qualité. Par exemple, on a fait une production de pulls, et il y avait certains pulls qui se déchiraient complètement à l'aisselle. C'est mon cauchemar. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé un mail à toutes les personnes, on a dit, si votre pull se déchire à l'aisselle, ce n'est pas de votre faute, c'est la nôtre, écrivez-nous, on vous paye la réparation, on vous le remplace, etc. Mais en tout cas, on fera quelque chose. C'est une ruine de faire un truc comme ça. Les pulls, vraiment, c'est plusieurs dizaines, c'est des milliers d'euros qui partent et auxquels on renonce. Et je peux vous dire qu'on a encore aujourd'hui des mails de gens qui disent « Je me souviens, j'ai eu un problème sur mon pull, vous avez été honnête, vous l'avez réparé, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de différent qui se passait à ce moment-là, et je continue à m'habiller chez vous, à vous recommander chez vous, et même ce pull, je l'ai offert à quelqu'un d'autre, etc. » Tu vois. Merci, donc, pardon, merde, je suis trop longue. Bientôt, mais okay. Là, effectivement, le sujet de la confiance qui revient, et je pense qu'il y avait une autre condition nécessaire aussi dont tu voulais parler sur la vision de long terme. Ouais. Peut-être si tu peux clôturer là-dessus. C'est que ça, là, avec mon associé, on l'a théorisé il y a 6 mois. On n'avait pas tout ça en tête au début. Enfin, on avait des intuitions, etc. Mais on a mis ça en place petit à petit au fur et à mesure du temps. Et surtout, le succès économique ou le succès de Loom, ou en tout cas le fait qu'on soit une entreprise rentable qui arrive à appliquer tout ça et que ça marche. Et c'est le cas, hein, l'entreprise est rentable, elle fait 70% de croissance sans aucune complètement organique. Alors qu'on n'est pas du tout des gens qui cherchent la croissance à tout prix, etc. Ça a été le fruit de cette stratégie appliquée et de beaucoup de patience. C'est 5 ans. Les premières années, personne ne vous croit, vous n'êtes pas différenciant. Quoi. Le temps de mettre en place tout ça, le temps d'avoir des produits de meilleure qualité, le temps d'avoir la presse qui s'intéresse à vous, le temps d'établir ce sentiment de fidélité et de bouche-à-oreille, c'est extrêmement long. Donc il y a vraiment un truc, et c'est souvent comme ça en fait que dans le business éthique, c'est que tout ce qui est immédiat, il y a un piège. Si vous faites du e-commerce, vous êtes sûrement tenté de mettre du paiement en 3 fois, par exemple. Paiement en 3 fois, vous mettez le paiement en 3 fois, vous avez plus 25% de croissance sur votre site. C'est toutes les applications de paiement en 3 fois, elles vous vendent ça. Tout ce qui est immédiat, en fait, bien sûr que ça vous rapporte du business. Mais sur le long... c'est mal. Globalement, le paiement en 3 fois, c'est mal. Hein. On a écrit un article là-dessus et tout. Hein. Faire du business sobre, oui, ça rapporte. Ça rapportera toujours moins que de faire n'importe quoi. On est minuscule par rapport aux gens de la fast fashion et ça rapportera toujours plus lentement. Par contre, une fois que c'est installé, c'est une boucle extrêmement dure à casser. C'est extrêmement robuste en fait comme stratégie marketing. Voilà. Bravo. Merci de nous partager aussi tes convictions et tous les exemples très concrets qui, j'imagine, peuvent aussi s'appliquer à d'autres secteurs. On va prendre quelques questions. J'essaie aussi de surveiller les timings pour qu'il y ait vraiment un temps d'échange entre vous. Moi, j'ai une question pour Julia Faure. Donc, merci beaucoup. Je vous suis. Je parle de vous à mes étudiants. Vous êtes un modèle. Sauf que, du coup, mes étudiants me citent d'autres marques. Alors, je trouve ça génial parce que vous êtes avec une 83, mais ils me citent Asphalt, ils vont me citer d'autres marques. Il y en a qui me citent Veja. Et je me dis, donc vous avez parlé de stratégie marketing. Alors, si dans 5 ans, toutes les marques textiles font ça, je me dirais chouette. Mais du coup, cette stratégie marketing qui est hyper différenciante aujourd'hui, heureusement qu'elle existe, est-ce qu'elle sera pérenne? Est-ce que dans 5 ans, vous pourrez rester? Parce que j'espère que ce sera comme ça, mais est-ce qu'on aura cette pérennité-là, quoi? Ouais. À l'échelle individuelle de notre marque, moi, je pense qu'on est beaucoup plus pérenne. Enfin, je le vois là. Là, dans le textile, c'est la cata en ce moment. C'est extrêmement dur, la sortie de Covid, l'inflation, etc. Nous, on est toujours en croissance assez puissante. J'en parlais avec mon associé parce que je me posais la même question que j'étais là, on va tous mourir, l'inflation. Il me dit, Julia, dans les moments de crise, les gens se rabattent sur des valeurs de sécurité. Et la sécurité, c'est les gens dans lesquels on a confiance. La sécurité, c'est des fringues qui durent longtemps. Hein. Enfin, vraiment, genre, là, vous allez le voir, hein, on va acheter des produits, moins de produits, les gens vont bouffer moins de viande, enfin, on va acheter des vêtements qui durent plus longtemps, enfin, on va couper un peu tout ça et on va se tourner vers les marques en qui on a confiance. Pas que, hein, il va y avoir aussi tous les discounters et tout qui vont gagner tout ça, mais c'est justement, en fait, quand il n'y a plus rien, c'est qu'il n'y a que la confiance, enfin, c'est ça qui garde de la valeur. Parce qu'au contraire, si vous avez mis toute votre stratégie sur la pub, là en ce moment, il y a 2 ans en tout cas, la pub, les prix ont vachement augmenté.
Et du coup, tout à coup, ces coûts, il faut les répercuter en fait dans le produit. Et en plus de ça, il y a l'inflation, etc. Et sans pub, en fait, vous vous rendez compte que vous devenez rapidement exsangue. Et c'est plutôt l'autre système qui vous prend très rapidement à la gorge dès que la situation n'est pas aussi reluisante. Merci. Je prends une autre question dans la salle. Oui, bonjour. J'ai une question pour Muriel Barnéou. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez 10 000 sites en France existants. Alors moi, je suis confronté au monde de l'immobilier. J'aimerais bien vous en parler séparément, mais j'aimerais savoir ce que vous faites à ce niveau-là, parce que quand on voit tous les problèmes qu'il y a avec le monde de l'immobilier, de la construction, des problèmes sociaux aussi, sur le logement et autres, qu'est-ce que vous envisagez de faire avec cette manne d'immobilier que vous avez? Elle est très diverse. Hein. Comme je vous le disais, on a des sites industriels qui sont des sites logistiques à 30 000 m². Eux, on sait quoi en faire. On les utilise toutes les nuits, tous les jours, toute la journée. On a des sites beaucoup plus petits, et notamment aujourd'hui, ce dont on a moins besoin je vous parlais de l'usage, je pense, oui. Ce dont on a le moins besoin, ce sont plutôt des sites tertiaires, donc des lieux dans lesquels on avait des équipes support, pas d'exploitation, sur des villes moyennes, Saint-Étienne, Cherbourg, vous voyez, ce genre de villes. Et on a testé quelque chose qui marche très très bien. En fait, c'est leur reconversion en résidence senior. Donc on a fait l'investissement, on est à nouveau sur une histoire de reconversion, de recyclage. Là, on parle d'un recyclage de parc immobilier. Donc on a fait le choix d'investir sur ces sites-là, donc de les reconvertir, de constituer des lieux qui peuvent être des lieux de vie. On l'a fait avec des partenaires, parce que là aussi, c'était eux qui pouvaient nous amener les fonds dont on avait besoin et une forme de crédibilité et de savoir-faire typiquement sur le sujet des seniors. Et en fait, on en a fait des résidences seniors avec tout un bouquet de services à l'intérieur. Donc en fait, vous avez un logement et vous avez la vie qui va avec ou les services qui vont avec, qui sont des choses qui fonctionnent très bien. Après, on a des navires amiraux qui sont connus, qui ont pignon sur rue. Vous avez un site comme le Louvre. La Poste du Louvre, c'est la Poste du 24 heures sur 24, un fleuron à architecture Eiffel. Lui, il a eu une autre destination. On a ouvert ce site et revitalisé ce site en y accueillant des hôtels, en y accueillant toute l'infrastructure que vous connaissez et en le gardant en site d'exploitation parce qu'évidemment c'est un lieu qui est un lieu très important et névralgique pour faire de la logistique urbaine. Donc tout est un peu fonction. Et puis pour finir, vous donner un autre type de site, petit bureau, ce que l'on appelait autrefois le receveur, c'est-à-dire le logement du chef d'établissement au-dessus. Impossible de s'en défaire, impossible de le louer tout seul parce qu'en fait il n'a juste pas d'accès facile. Et on en a fait des lieux ouverts notamment à des jeunes apprentis, puisque là on est dans des toutes petites villes où la question du logement peut être et la tension sur le logement peut être un vrai souci. Et donc on en a fait des lieux d'accueil, par exemple des apprentis avec des loyers extrêmement bas. On en a fait des lieux d'accueil dans des endroits un peu exotiques pour des artistes qui venaient un peu en mode retraite, notamment des écrivains. Et on a encore d'autres choses comme ça, en fait très en lien, très ancrées avec le territoire et ce que le territoire peut donner. Et les acteurs du territoire, quand ils toujours sur cet écosystème, nous enrichissent de ces connaissances-là. Voilà. Et puis après, il y a quelques sites pour lesquels on est en impasse. C'est comme ça, ça fait partie du sujet. Mais on a, en s'ouvrant et en prenant le risque de ne pas être monolithique dans la manière de voir et d'accepter l'humilité de dire je regarde ce qu'il y a sur un territoire et en quoi il peut être utile, on a trouvé des solutions qui sont des solutions pour nous, en tout cas, très disruptives par rapport à ce qu'on pouvait imaginer dans un mode plus classique. Merci Muriel. Je sais que d'autres personnes levaient la main, mais on va juste prendre une dernière question pour pouvoir poursuivre. S'il faut 5 ans pour arriver à construire cette relation de confiance, comment vous financez-vous pendant 5 ans? Je pense que c'était par rapport à l'exemple de Julia. C'est une très bonne question et je pense que c'est là où il faut que je mette un peu de perspective. Nous, au début,
On a fait de la pub. Enfin, avant, en fait, ces 5 ans, c'était aussi les 5 ans qui nous ont permis de non seulement de construire notre marque, mais de construire nos convictions. Au début, on a fait de la pub. Au début, on a fait des 2 achetés, 1 offert. Au début, on a fait des systèmes de parrainage. Au tout début, on était dans un incubateur qui appartenait à My Little Paris. Enfin, on vient vraiment de... on ne peut pas y arriver... il faut faire avec les outils qu'il y a autour de nous. Et genre, être un chevalier blanc complètement pur dès le début, c'est extrêmement dur. Donc, il y a vraiment un truc où on fait des compromis. Au début, il y a des problèmes de qualité qu'on a laissé passer parce que les rembourser, ça aurait coulé notre boîte. Enfin, il y a vraiment un truc où genre, c'est une vision qu'il faut avoir, mais bien sûr qu'on fait des compromis au fur et à mesure du temps. Et là, nous, on est arrivé au stade où on n'a plus besoin de faire de compromis parce que ça roule. Mais genre, avant, bien sûr, c'est la galère. Enfin, c'est un truc de... C'est de l'entrepreneuriat, quoi. Vous savez que c'est ça. Donc, et il y a quand même aussi... mais je pense que l'autre chose qui fait qu'on y arrive, c'est que on vise petit et on est frugal dès le début. Enfin, je veux dire... si on a fait un peu de pub, on n'a jamais embauché. Enfin, tu vois, notre première recrue, c'était pas quelqu'un qui faisait des acquisitions, quoi. On s'est très rapidement dit, ben non, on préfère faire du contenu. Enfin, si on devait refaire de la pub aujourd'hui, moi, je sponsoriserais du contenu, c'est-à-dire des articles intelligents qu'on écrit plutôt que du truc direct. Enfin, donc, il y a pas mal de choses qu'on a fait au début qui fait qu'on n'était pas aussi pur que ça. Et l'autre chose qu'on a fait qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a fait une levée de fonds. Et on a fait une levée de fonds auprès de nos clients. Et donc ça a quand même été de la trésor pendant plusieurs années qui nous ont permis d'accompagner à la croissance, etc. Mais il y a quand même un truc où genre dès le début, en fait, il y a quand même des petites récompenses. Il nous a fallu 5 ans pour que le cercle marche bien. Mais dès le début, en fait, si vous mettez un peu d'énergie sur la qualité des vêtements, vous êtes capable d'en parler et les consommateurs le comprennent. Dès le début, si vous êtes honnête, si vous avez une relation de confiance, si vous faites vous-même le SAV et que vous répondez honnêtement aux gens, ça crée quelque chose. Avant que ça se massifie, ça prend du temps. Mais dès le début, il y a quand même des récompenses à tout ça. Merci beaucoup pour les questions aussi et vos réponses. Tariq, l'exercice n'est pas évident. On a abordé plein de sujets. Peut-être quelques mots pour clôturer ce temps d'inspiration. Merci. Alors je vois sur les différents sujets que vous avez abordés qu'on a touché en même temps aux infrastructures, aux modes de production et de consommation. Vous m'entendez bien comme ça? Et peut-être pour commencer sur les modes de production et les modes de consommation, encore une fois sous le prisme très très large du temps profond, du vivant, procédé de fabrication à température et pression modérée, dans un solvant qui est l'eau. On pourrait se dire c'est utopique pour la plupart de nos matériaux, et pourtant, je travaille avec pas mal de personnes qui le font. Par contre, ça a un prix, c'est le prix de la connaissance et de la capacité à travailler avec la complexité. C'est vrai que si vous prenez une feuille, par exemple, de papier, que vous la pliez, vous la repliez de plein de façons, au début, vous ne pouvez pas vous asseoir dessus. À la fin, vous avez potentiellement quelque chose qui vous sert de meuble, etc., etc. Mais ça vous demande de la complexité. Mais grande sobriété en matière, par contre. Donc c'est vrai que le grand challenge, c'est faire péter ces verrous, on va dire, de complexité. L'impression 3D ouvre pour certains, je ne parle pas de celles qui utilisent du plastique, mais éventuellement on est au tout début de l'impression 3D, de mon point de vue, ça ouvre de nouvelles perspectives. Il y a des propriétés structurelles des matériaux, y compris pour la mode par exemple, qui permettent déjà de se passer de certains pigments en ayant des couleurs structurelles par exemple. Mais on voit bien que c'est complexe, pas compliqué mais complexe. Il y a la question des infrastructures également, dans le sens où, comme ça a été dit tout à l'heure sur l'exemple de la Poste, c'est non pas du recyclage de mon point de vue, mais de la réutilisation, du reconditionnement. Effectivement, le mieux avant le recyclage, qui est quand même bien préférable à l'économie linéaire, c'est, une fois que ça a été investi dans la matière, de trouver le moyen, avec un minimum de changement, de trouver peut-être d'autres usages, d'autres réaffectations, ce qu'en biologie on appelle l'exaptation, c'est-à-dire je ne change pas la forme, mais je vais changer l'usage. Donc là, c'est intéressant aussi de réfléchir autour de soi. Mieux vaut, plutôt que recycler, réutiliser différemment, parce que c'est beaucoup plus économe en énergie et en matière. Ça a déjà été investi d'une certaine façon, autant trouver le moyen de réutiliser. Et on peut carrément changer la fonction. Ce n'est plus un bureau de poste, c'est complètement autre chose. Je sais que vous l'avez fait sur pas mal de vos infrastructures. Mais c'est important de distinguer quand même cette différence entre recycler
et réutilisé, reconditionné. Après, il y avait la question de la confiance. Et j'ai beaucoup aimé ce thème parce qu'effectivement, on est une espèce tout à fait particulière. Et pour parler de la confiance, je vais peut-être vous proposer le résumé d'un travail que je vais résumer de manière un petit peu rapide, mais en tout cas, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de Natural Step, FFSD, ça vous dit quelque chose? Framework for Strategic Sustainable Development. C'est une initiative qui a démarré en Suède juste après Rio. Et en gros, vision multidisciplinaire pour essayer de comprendre quelles sont les règles qu'on n'a pas comprises dans le système qui nous accueille, le système Terre. Qu'est-ce qui fait que finalement, par ignorance, on crée des conditions de non-durabilité? Il y avait 3 questions clés environnementales et des questions sociales basées sur la confiance. Question environnementale numéro 1, le taux de dépendance en substances extraites de la croûte terrestre. J'en ai parlé tout à l'heure. Hydrocarbures, minéraux, etc. C'est des cul-de-sac annoncés. Deuxième question, la question de la toxicité et des matières. Quel type de matière? Quel type de matière en termes de qualité, chimique par exemple, mais aussi en termes de quantité, y compris de matière biologique. Si elle est trop importante dans l'environnement, eh bien, il n'y a pas la capacité de l'environnement de digérer, décomposer cette matière organique. Donc ce n'est pas que les matières qui posent chimiquement un problème, mais également la quantité de matière organique que je génère dans le système qui m'accueille. Tout ça imprégné de la pensée circulaire, bien sûr. Cycle de vie, dans la chaîne de valeur, etc. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Troisième question clé environnementale. Est-ce que pour créer de la valeur économique, je détruis du capital naturel? Déforestation, surpêche, etc. Ça, c'est pour les questions environnementales. Ce n'est pas à moi ou aux gens qui font du FFSD ou du Natural Step de vous dire comment répondre à ces questions dans vos domaines. Vous les connaissez, vos domaines. Mais c'est des questions essentielles si on veut éviter ce qu'on appelle les transferts d'impact. Je règle le problème du carbone, mais je crée une tension sur la biodiversité parce que je remplace le pétro-sourcé par du biosourcé. Et tout d'un coup, j'ai du soja qui vient de la forêt amazonienne. Vous voyez un peu l'idée. Je finirai sur la confiance. Question sociale, à quels besoins fondamentaux je peux éventuellement, inconsciemment même, créer des obstacles structurels. La base pour faire société, ça c'est plutôt un des travaux de sociologues, c'est la confiance, justement. Et la question qui se posait, c'est qu'est-ce qui détruit la confiance? Je peux détruire la confiance si je crée des obstacles à la capacité de remplir ses besoins de santé. Donc là-dedans, il y a les besoins physiologiques, alimentation, etc., mais aussi santé psychologique. Je peux créer un manque de confiance si, dans un environnement changeant, mouvant, je crée des obstacles à la formation et à l'éducation, où j'ai besoin d'augmenter mes compétences, de changer mes compétences, parce que l'environnement change, et vous avez vu à quel point il change rapidement de nos jours. Je crée un manque de confiance également si je design un système de gouvernance, et les personnes qui vont devoir le vivre n'auront aucune capacité de l'influencer. Et je peux vouloir libérer mon entreprise, mais vous allez vivre ce que j'ai décidé pour vous, et si ça marche ou ça ne marche pas, vous n'avez pas le moyen de me faire un retour. Finalement, j'en ai encore 2 et c'est fini, je peux créer un manque de confiance si jamais je ne suis pas équitable. En fonction de votre origine, en fonction de votre sexe, vous n'allez pas avoir les mêmes droits. Et le dernier, en anglais c'est beaucoup plus fort, meaning making, donner du sens. Et là je trouve que vous travaillez très fortement sur ça. On est une espèce aricie. On a besoin de comprendre pourquoi on fait les choses. Ça doit avoir un sens, surtout dans les périodes de crise, je dirais. On a besoin de retrouver du sens. Je m'arrêterai là. J'ai envie de vous remercier tous les 3 d'avoir été là avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé vos apprentissages, vos difficultés aussi, vos convictions. Et merci aussi, Tariq, pour la prise de recul sur ce vaste sujet.